Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent présentement. Qu'Allah exauce nos voeux. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour de façon. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, cette semaine, direction Lumbila où nous découvrons l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte 2. On ira donc dans cet orphelinat-là pour terminer les témoignages de cette semaine. On aura l'information à travers la revue de presse présentée par le directeur de l'information de Saval Media, Elhadj Smaïl Arabo, qui sera là. Et puis, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de l'égalité filles-garçons ou hommes-femmes, et surtout avec ce projet piloté donc par la Marche mondiale. Nous serons avec la présidente de cette structure pour notamment parler d'un projet qui va durer 1 an. Plus tard, on parlera aussi de sécurité routière et voilà pour clore cette émission. Merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. Partons à la découverte de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila cette semaine. À travers la rubrique à la découverte 2, on vous a proposé tout au long de la semaine des témoignages des sœurs qui travaillent dans cet orphelinat. On va vous proposer le récapitulatif en ce dernier jour de la semaine pour l'émission Bonjour le Faso. Donc on regarde et on revient. Kayer, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille Swala à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins
des enfants. Et puis bon, notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que bon, même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà, et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, bon, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, bon, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, bon, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, bon, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Bon, petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, bon, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et bon, le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, bon, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que bon, ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Nous recevons le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Jasmin Larabo, pour la revue. Bonjour Elhadj. Bonjour Azeta. Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Merci. Les titres. Aujourd'hui au Faso, pour commencer, réhabilitation du stade du 4 août, le président du Faso veut constituer les responsabilités Conseil des ministres. News du VSD, DPG du PM
et Nativité IB Solidaire des PDI. Disparition de l'artiste Adji, les condoléances du gouvernement. La CIL interpelle sur les images de personnes sur les réseaux sociaux sans leur consentement. Loi amnistie les victimes du putsch de 2015 chez le ministre Bayala. On retient aussi à la une de Aujourd'hui au Faso Nation le commandant Oumarou Yabré au gouvernail du Conseil national de sécurité. Illégalité de la transition en Guinée après le 31 décembre 2024, exigence principielle mais inopportune. Controverse de Ndiaye sur les tirailleurs sénégalais, un ministre ne devrait pas dire ça. Citoyen, le quotidien d'État affiche sa une ce matin, terrorisme au Sahel, le général Abdourahmane Tiani révèle les alliances et sources de financement. Chambre d'agriculture, le gouvernement dissout les assemblées consulaires. Nouvelle du front, intensification des opérations antiterroristes. En cette fin d'année, mariage précoce au Burkina Faso, une enfance brisée loin des bancs. Chronique, on peut lire quelle est la note en 2024. Exploitation illégale d'amende de qualité, plus de 54 millions de francs CFA reversés au fonds de soutien patriotique. Conseil des ministres du 4 août, situer les responsabilités. Déclaration de politique générale, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo devant la LT ce vendredi. Pour ce qui est de l'Express du Faso, on peut lire Conseil des ministres, le gouvernement dissout les assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Daoutan le dit, elles font notre fierté, ces forces de sécurité. Opportunité dans le domaine agricole, plusieurs jeunes formés à Bobo et à Bama. Dans vrai ou faux, des faux types réceptionnent des dossiers pour des parcelles sous nature. Promotion du Vovinam Viet Vodao à Bobo, maître Ismaël P. Ouedraogo, la volonté en manque de soutien. Déclaration de politique générale, ce que devrait faire Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et puis page triste à la une de l'Express du Faso. Adji repose au cimetière route de Banakele-Daga. Le pays à présent. Déclaration de politique générale, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo devant les députés ce matin. Manifeste et actes de vandalisme à Solenzo, 11 prévenus relaxés et 14 autres condamnés. Projet de loi portant grâce amnistiante. Le ministre de la Justice rassure les victimes du putsch manqué de septembre 2015. Dans Popouri, procès de détournement au ministère de l'Action humanitaire, la réaction de l'ex-ministre Hélène Marie-Laurence Bazier-Marchal. Enfants autistes, victimes de préjugés, ils sont traités de tous les noms d'oiseaux. Chambre d'agriculture, le gouvernement dissout les assemblées consulaires. Mystère psychique et spirituel, si vous priez fâché, triste ou tendu, vos prières n'auront pas un écho dans le monde sublinaire. Selon Roch Bakiono, Actu Sport, Mohamed Salah au centre d'une polémique et Conseil des ministres réhabilitation du stade du 4 où le gouvernement veut situer les responsabilités afin que les éventuels fautifs répondent de leurs actes. Le journal Le Quotidien est aussi la rénovation du stade du 4 où le chef de l'État instruit de situer les responsabilités. C'est à lire dans le compte rendu du Conseil des ministres que le journal a aujourd'hui. Forces de sécurité intérieure de la ville de Ouagadougou, Maurice Konaté et ses pairs des arrondissements galvanisent les différents corps. Digne d'intérêt, déclaration de politique générale. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo devant la LT ce vendredi. Fête de fin d'année, les commerçants invités au respect des prix et de la qualité des produits. Migration, 22 Burkinabés victimes de trafic au Nigeria de retour au Bercail. Zone des 3 frontières, les forces de l'AIS traquent les terroristes. Et puis, Général Abdourahmane Tiani, président du Niger, la CEDEAO est aujourd'hui un outil utilisé par les puissances occidentales. Nous terminons avec l'Obs. À la une de l'Observateur Palga, restauration, protection et valorisation du lac Bam, plus de 3 milliards d'investissements attendus pour 2025. Sécurisation des fêtes de fin d'année, la police nationale appelle à la responsabilité citoyenne. Une lettre pour l'AIA à la page 6. L'ANR fait au Conseil national de sécurité d'État.
Procès saignant, explication des textes sur la contrainte judiciaire. Déclaration de politique générale, les députés ce matin. Haruna Yoda du Front à la Cour d'appel et puis Conseil des ministres d'agriculture, dissolution des assemblées consulaires, grâce présidentielle pour 1200 prisonniers. Merci bien, Elhadj, pour ces titres. On revient sur l'actualité. Et l'actualité, c'est notamment le Premier ministre Emmanuel Ouédraogo qui fait sa déclaration de politique générale ce matin même devant les députés. C'est un exercice prévu à l'article 63 de la Constitution qui dit que le président du FASO, qui dit que dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. Autrement dit, le pouvoir de nomination du Premier ministre est partagé entre les chefs de l'État et puis l'Assemblée. C'est ce que ça veut dire en des termes simples. Le président peut désigner un Premier ministre que l'Assemblée va rejeter. En ce moment, le président est obligé, dans la semaine qui suit, de désigner un nouveau Premier ministre qui va encore préparer une déclaration de politique générale. C'est un peu, je crois, pour partager la nomination à cette haute fonction-là entre les pouvoirs du président du FASO et les pouvoirs du Parlement, donc du peuple. Ça permet de rééquilibrer les pouvoirs parce que sous Blaise Compaoré, il y avait cette impression ou cette réalité et cette tendance-là à concentrer tous les pouvoirs entre les mains du seul président en son temps. Et je crois que c'était la réforme qui avait été trouvée pour que l'Assemblée puisse se prononcer sur la nomination du chef du gouvernement. Quand le chef du gouvernement est nommé, il a un mois au plus tard pour le faire. Il se trouve que Jean-Emmanuel Ouédraogo est arrivé à peu près 20 jours. Donc il est un peu plus, je crois, alerte que les autres. Parce que bien souvent, c'est au 28e, au 29e ou au 30e jour même que des premiers ministres par le passé ont fait les déclarations de politique générale. Il s'agit en fait pour le premier ministre de présenter sa feuille de route, de dire ce qu'il entend faire, qu'est-ce qu'il priorise comme action et politique et qu'est-ce qu'il entend faire pour améliorer le bien-être de tous les Burkinabés. Et puis, il reviendra aux députés de lui poser des questions et de voter à la fin pour dire s'ils sont d'accord pour qu'il reste Premier ministre ou s'il le désavoue, auquel cas le président devrait changer de Premier ministre. Mais depuis, on n'a pas vu une seule assemblée rejeter une nomination de chef de gouvernement jusque-là. Donc, on pense que Jean-Emmanuel Ouédraogo pourrait passer haut les mains cet exercice-là ce matin. C'est dès 9h à l'Assemblée législative de transition. On verra bien. Oui, on va suivre et on vous en rendra compte de bout en bout. Alors, le Conseil des ministres d'hier également a pris des décisions. C'était d'ailleurs le dernier conseil de l'année 2024. C'est vrai, le dernier conseil des ministres de l'année 2024. C'est pourquoi, au titre du ministère de la Justice, par exemple, on a des remises de peine qui sont annoncées. 1200 détenus bénéficient des remises de peine, de grâce, de liberté totale ou partielle. Et puis, il y a aussi, je crois, jusqu'à 3 détenus qui bénéficient de peine à temps alors qu'ils étaient condamnés à une peine à perpétuité. Ils étaient condamnés à vie et il sera défini maintenant un temps pour les libérations. Pour 3. Pour 750, ce sont des réductions de peine. C'est-à-dire vous êtes condamné à 10 ans de prison, vous comportez bien, il y a des conditions. Il y a une commission d'application des peines dans les maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou qui est parfois passée sur votre plateau pour expliquer. Et quand les conditions sont réunies, le président acte, généralement en fin d'année ou à des occasions comme la fête nationale. Donc pour 750, c'est des réductions de peine. Vous êtes condamné, je crois, à 10 ans par exemple. On peut ramener à 7 ans, à 5 ans, voilà, si vous vous comportez bien. Et si si le fait pour lequel vous vous êtes retrouvé en prison d'un certain niveau, on pense, n'est pas si grave que ça. Et puis, il y a 400 autres détenus
qui sont totalement remis en liberté ou qui seront remis en liberté dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore purgé totalement leur peine, mais parce qu'ils se seraient bien comportés, le président peut les gracier et pour eux, il s'agit de repartir chez eux tout simplement. Vous aviez 2 ans de prison et puis vous avez fait, je crois, 1 an. Et puis le président vous gracie. Donc vous pouvez repartir chez vous, vous ne passerez pas les 2 ans. Donc oui. c'est aussi, selon le ministre de la Justice qui a expliqué hier, une façon de désengorger les prisons, de les humaniser. Parce que quand il y a une trop forte concentration de détenus, ça permet pas de vivre bien. Parce que ce sont des endroits où on a des hommes comme vous et moi qui doivent continuer à vivre comme vous et moi, même s'ils ne peuvent pas circuler comme vous et moi, mais ils doivent pouvoir quand même bénéficier d'alimentation, de prise en charge sanitaire et d'autres commodités pour se reconvertir, pour réintégrer la société plus tard. Donc, c'est pas parce qu'on est détenu dans une maison d'arrêt qu'on n'a plus de droits. Et puis, une autre décision qui vient en Conseil des ministres, c'est les chambres d'agriculture. Ça relève du ministère de l'Agriculture. Les chambres d'agriculture, selon le ministre de l'Agriculture, ne fonctionnaient pas bien pour beaucoup. Et donc, il a été décidé de les dissoudre et de les réorganiser autrement. Mais, tel que le ministre d'État, commandant Ismaël Sombi, explique les choses, le président a une autre vision concernant l'organisation du monde rural et des producteurs agricoles. Et il l'entend dans les mois, on imagine, années à venir, la concrétiser pour que davantage le monde rural soit pris en compte dans le développement. Maintenant, cette période, qui est une période de transition, là, va permettre de mieux organiser en attendant que cette vision soit mise en œuvre. Et puis, il y a les dossiers concernant le ministère en charge des sports, en particulier le stade du 4 août. Il y a 2 décisions là-bas. Il y a, d'une part, ce que les journaux ont beaucoup évoqué, c'est-à-dire la clarification ou les détails que le président demande par rapport à la gestion de la rénovation. Oui. Depuis 2021, c'est une affaire de 14-15 milliards. On ne voit pas le bout du tunnel. Vous vous souviendrez que sous le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, son ministre en charge des sports, Ouabou Drabo, avait fait coffrer des ouvriers, des chefs d'entreprise, justement à cause de prétendue corruption, malversation, en tout cas des choses qui n'auraient pas marché dans la reconstruction du stade du 4 août, mais on n'a pas eu une suite à ça. Peut-être que c'est lié. Donc le président a demandé au Conseil des ministres hier qu'il y ait des détails pour qu'il puisse prendre des décisions. Et puis parallèlement, il y a des marchés qui seront passés pour compléter la rénovation. C'est par exemple le marché de la pelouse. Oui. Et puis par exemple le marché, je crois que ça doit être divisé en lots différents, le marché de la piste d'athlétisme. Voilà, la zone circulaire dans le stade. Et puis, il y a une acquisition aussi de matériel d'un coût d'entre 4 et 5 milliards de francs CFA qu'il faut gérer. Je crois que ce sont les décisions majeures du Conseil des ministres d'hier. On termine à l'Inter. Le Oui. président nigérien a fait des révélations lors d'un entretien. Oui, et le général Abdraman Tiani a donné un entretien et il en a profité pour parler, peut-être ce qu'on peut retenir, de la CEDEAO qu'il a présenté. Ça, ce sont des redites, mais de l'insistance, de la mise en relief pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la CEDEAO est aux mains de puissances occidentales. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, il a donné beaucoup plus de détails sur des chefs d'État, par exemple, qui sont restés tout le temps où ils étaient au pouvoir, des valets de l'impérialisme occidental et néocolonial, au point de salarier des terroristes. C'est-à-dire, on les paye par mois. Voilà, pour qu'ils terrorisent vos populations. Voilà, ce sont des révélations que le président Abdraman Tiani a faites. Si vous n'êtes pas à ce niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas avoir des éléments pour dire ces choses. Ou du moins, si vous dites ces choses, bon, c'est pas avec des éléments concrets que vous pouvez tenir de tels discours. Mais à son niveau, il a accès à tous les renseignements, à tous les dossiers. Il a dû vivre ça peut-être
de près ou de loin quand il était chef de la sécurité présidentielle. Mais aujourd'hui, il a accès à toutes les données qui peuvent permettre de recouper et de confirmer la véracité de tels propos. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chefs d'État qui font ça. Peut-être qu'il y en a qui sont toujours au pouvoir qui font la même chose, qu'ils payent des salaires à des terroristes pour qu'ils nous tuent. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Je crois que c'est une sortie opportune en fin d'année pour qu'en 2025, nous repartions sous de nouvelles bases, parce que les chefs d'État de l'AES ont décidé, et ça c'est très clair, de faire de la zone de l'AES un théâtre unique de combat à côté des théâtres nationaux de lutte contre le terrorisme. Merci bien, Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Bintou Daou. Elle est la présidente de la Marche mondiale section Burkina qui porte un projet aujourd'hui dénommé « Brisons les tabous en famille en faveur de l'égalité du genre chez les ados ». On va découvrir plus ce projet ensemble qui est lancé et qui va aller jusqu'en 2025. Bonjour à vous. Bonjour Laura. Bonjour Madame Nichema. Voilà, Laura, c'est celle qui vous a accueilli. D'accord. Bonjour Madame Nichema. Merci beaucoup. Ouais. Sinon, moi, c'est Abzita. Ah, d'accord. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Merci de venir nous partager donc ce projet-là. Alors, comme je le disais, vous êtes de la marche mondiale, mais section Burkina. Et comment au Burkina Faso on appelle marche mondiale Alors, merci de me donner l'opportunité de vous parler de la marche mondiale des femmes, oui. Action nationale du Burkina Faso. Okay. La marche mondiale est un mouvement international qui se trouve sur les 5 continents et dans plus de 170 pays. Ah oui. Alors, chaque pays est une coordination du mouvement international. C'est ainsi que la marche du Burkina est nommée Marche mondiale des femmes, Action nationale du Burkina Faso. Okay. Vous avez la marche mondiale de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, ainsi de suite, et dans les autres continents. D'accord. Oui. Et au niveau du Burkina, vous existez, en fait, la section Burkina existe depuis quelle année? Alors, la marche a adhéré à l'idée de la marche planétaire depuis la 4e rencontre internationale des femmes à Beijing. Et depuis lors, la marche travaillait, mais elle a été reconnue officiellement au Burkina Faso en 2002. D'accord. Voilà. Et quelles sont les activités généralement que la marche mondiale, la section Burkina, mène? Alors, la vision de la marche mondiale du Burkina Faso, c'est l'instauration d'une paix durable, fondée sur l'expression pleine de la citoyenneté, le renforcement du pouvoir économique des femmes et la protection de l'environnement. Alors, ces activités, nous menons les activités dans 4 axes. C'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, que nous appelons généralement aujourd'hui les VBG. Les VBG. C'est la lutte contre la féminisation de la pauvreté. C'est le renforcement du pouvoir économique des femmes. C'est la promotion de la paix et la protection de l'environnement que nous défendons. Ce sont nos axes d'intervention. Les axes et pour justement atteindre aussi ces axes d'intervention, quelles sont les activités que vous organisez généralement? Alors, par exemple, si nous prenons l'axe paix, nous organisons des activités de sensibilisation, de paix et de cohésion sociale et les vivre ensemble. Alors, si nous prenons la réduction de la pauvreté féminine, nous menons des activités de renforcement des capacités pour les AGR, c'est-à-dire nous formons les femmes. Notamment, nous avons eu à former au moins 21 femmes restauratrices qui sont allées de l'informel au formel. Voilà, et nous faisons aussi la défense des droits des femmes et des filles, c'est-à-dire que les droits humains. Oui. Nous menons aussi des activités de sensibilisation pour la reconnaissance des droits de la jeune fille, notamment, et de la femme. Ah oui, c'est autant d'activités. Et aujourd'hui, c'est justement dans cette lancée aussi que vous portez un projet. Oui. Alors, le projet est dénommé donc Brisons les tabous en famille en faveur de l'égalité du genre chez les ados. Avant d'expliquer le projet, quel est le constat que l'on fait dans nos familles concernant l'égalité du genre? Alors, Madame Nichema, merci encore de revenir sur cette question. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la majorité des parents
n'ont plus le temps d'échanger avec les enfants, notamment les adolescents de 10 à 19 ans. Oui. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ce constat nous a amenés à réfléchir sur la question et voir comment nous pouvons aider, un tant soit peu, les familles pour installer quand même des cadres d'échange dans les ménages et dans les familles, dans les ménages, pour aider un tant soit peu aussi à prendre conscience des responsabilités des parents. Hormis la responsabilité des parents, est-ce que vous pensez aussi que dans les familles, pour revenir à l'égalité, la jeune fille et le jeune garçon ne sont pas traités de la même façon ou n'ont pas les mêmes rôles? Oui, de plus en plus, nous constatons qu'il y a un changement, mais c'est quand même lent. C'est quand même lent. Vous n'êtes pas sans ignorer que le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a toujours un travail à faire à la base. Voilà. Aujourd'hui, que pensez-vous justement du fait que dans certaines familles, on se dit toujours c'est la jeune fille qui doit, par exemple, s'occuper des tâches ménagères. Pendant ce temps, on laisse le jeune homme aller peut-être à des sorties avec des amis et autres. En effet, c'est un constat qui a demeuré un certain temps. Mais nous, notre projet Brisons les tabous en famille va dans ce sens-là pour dire qu'il faut donner l'égalité des chances autant à la fille qu'au garçon. Et dans tous les domaines, à travers le partage de rôles au sein des ménages. Il n'y a pas que la fille qui doit balayer la maison. L'homme également, les jeunes garçons doivent également apprendre à faire le ménage, à respecter les valeurs familiales autant que la fille et à participer à la vie de la famille et à travers son apport dans les échanges. Oui. S'ils arrivent à échanger permanemment avec les parents sur des thèmes bien précis, et la compréhension va se faire au fur et à mesure que nous allons avancer. Un constat est là, il y a une avancée certes, mais elle n'est pas suffisante. Elle est améliorée à tout moment. Donc, restons sur le projet Brisons les tabous en famille en faveur de l'égalité des genres chez les ados. À quoi va consister concrètement ce projet, Madame Dao? Alors, ce projet, on l'a dit tantôt, le constat est quoi? Le constat est que nous avons l'impression, ou bien nous vivons même des situations dramatiques. Les parents n'échangent plus. Ils ne forment plus les enfants aux valeurs familiales. Ils n'ont même pas le temps. Très souvent, cela est laissé à la télévision ou aux camarades du quartier. Donc, le projet Brisons les tabous en famille va aller vers les familles, recenser leurs préoccupations, identifier les sujets tabous dont ils ne parlent pas avec les adolescents et essayer ensemble comment mettre un cadre sûr d'échange entre eux et les adolescents ou adolescentes. C'est en cela que le projet Brisons les familles, Brisons les tabous en faveur de l'égalité des genres chez les ados là, va consister à ramener les garçons et la fille sur la même table d'échange entre parents et entre adolescents eux-mêmes. C'est-à-dire que cette ouverture va permettre aux enfants de s'ouvrir entre eux. C'est-à-dire la jeune fille pourra partager ses préoccupations avec son frère, oui. Vice-versa. Voilà ce que nous voulons. Alors, c'est un projet qui va durer une année, sur un an, parce que le lancement a eu lieu en octobre dernier. Oui, le projet va aller de octobre 2024 à septembre 2025, sur une année, comme vous l'avez dit. Sur une année. Parlons maintenant des échanges en famille, par exemple, Madame Dao. Est-ce que vous allez, au sein donc de la marche mondiale section Burkina, trouver peut-être des gens qui vont aller dans des familles? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez peut-être sélectionner un certain nombre de familles où vous serez, ou bien vous faites comment pour assister à l'échange entre les parents et ados? Alors, ok, très bonne question. Le projet a une cible bien déterminée. Et la cible du projet, c'est 100 familles. Nous allons identifier 100 familles abritant des adolescents de 10 à 19 ans. Et nous allons prendre dans chaque famille un adolescent et ses parents.
D'accord. Donc la cible est constituée de 100 parents ok. et 100 enfants, 100 adolescents comme on le dit souvent. Maintenant, les séances d'écoute ou les séances d'échange vont se passer comment? Avec l'assistance de la Marche mondiale? Alors, comme vous l'avez dit tantôt, nous allons, dans le cadre de ce projet-là, recruter des animatrices que nous allons former, renforcer leurs capacités en animation sur le dialogue familial et la cohésion sociale. Et cela se fera avec les partenaires alliés tels que le ministère de la Justice à travers la direction du civisme et de la citoyenneté qui vont nous accompagner certainement dans la mise ou bien dans la formation de ces animatrices-là et qui vont aller sur le terrain pour rencontrer les parents. Parce qu'il n'est pas facile d'aller rencontrer un parent et de s'ingérer dans sa vie de famille. Et pour cela, nous allons former les animatrices sur la communication et sur le vivre ensemble. Ça sera vraiment un travail minutieux. Donc, ça veut dire que les animatrices vont d'abord rencontrer les parents, expliquer le projet, convaincre pour qu'ils adhèrent. Ok. Après le lancement, nous allons rencontrer les parents. Les 100 parents qui ont été identifiés. Vous avez déjà identifié ces Voilà, nous les avons identifiés. Nous avons lancé le projet. La phase à venir sera de rencontrer les parents et de leur expliquer de long en large le projet afin qu'ils adhèrent au projet. Voilà, parce que nous voulons une mobilisation communautaire autour du projet. Ok. Et vous faites comment pour les séances peut-être de discussion avec l'animatrice, les parents et l'adolescent en question? Alors, comme je le disais tantôt, ces animatrices vont être formées par des spécialistes dans le domaine. Elles auront un carnaval d'animation qui leur permettra d'aller animer ces séances-là dans les familles. Ah, donc les animatrices s'invitent dans les familles avec certainement un programme donné. Bien donné et avec l'accord des familles. Pour échanger. Pour échanger. Ça, c'est vraiment l'éducation à la maison. Oui, parce que l'un des rôles de la marche, c'est une éducation, c'est promouvoir l'éducation populaire, notamment l'éducation au sein de la famille, à travers les valeurs de paix et de vivre ensemble. Voilà. D'accord. Est-ce que on peut quand même évoquer peut-être quelques thèmes qui seront abordés? Quelles sont les thématiques que vous allez aborder lors de ces séances d'échange? Alors, il y aura plusieurs thèmes que nous ne pourrons pas vous dévoiler sur le terrain parce que notre objectif, c'est d'accéder aux familles, de voir réellement les sujets qui sont tabous, dont ils n'en parlent pas souvent. Et nous allons essayer ensemble d'aborder ces thèmes-là pour voir comment ça peut porter, ça peut donner lieu à des échanges plus faciles entre enfants et parents. Parce que chaque famille a sa spécificité. Tout à fait. Chaque famille cache quelque chose. Chaque famille a ses valeurs. Il y a les valeurs de la famille, mais selon les races, selon les ethnies, selon les religions, il y a toujours un plus qu'on ne sait pas. Donc il faut aller le découvrir. C'est quoi qu'il y a de trop qui empêche vraiment les échanges entre parents et enfants. Voilà. Alors, on sait quand même que peut-être ce qui pourrait revenir au sein des familles, c'est notamment le fait que souvent on ne met pas aussi la jeune fille en avant. Ça veut dire on ne lui permet pas de prendre les directives des choses, de décider. Moi j'ai changé avec un sociologue la dernière fois qui disait que même souvent dans les classes, même si c'est une maîtresse par exemple qui est donc institutrice de la classe, elles n'ont pas tendance à dire à la fille soit chef de classe, soit chef de groupe, soit occupe telle fonction, alors que quand même on a des jeunes filles aussi qui travaillent bien souvent à l'école. Donc à la maison aussi souvent on remarque que les jeunes filles, on ne leur donne pas assez de responsabilités. Alors, voilà. Vous avez bien planté les gouttes de corps. C'est en cela que nous voulons rencontrer les familles et leur demander de donner l'égalité d'échange entre garçons et filles à travers le partage de rôles et des responsabilités. Si le garçon est responsabilité pour faire le ménage en appui à sa soeur, il doit le faire. Voilà. Si la fille vice-versa doit aussi aller garder les moutons pendant que son frère n'est pas là, elle le fera également. C'est en quelque chose, c'est pour faciliter la vie des ménages. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des jeunes filles, des adolescents de 10 à 19 ans qui apprennent certaines choses en dehors de leur famille.
Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils vont tomber dans le trou sans le savoir. Mais si jamais, au niveau de la famille, il y a des échanges et il y a un franc-parler, ça peut amoindrir certains risques que nous courons, que les enfants courent aujourd'hui. On a parlé des 100 familles qui sont déjà détectées. Maintenant, la zone pour l'application de ce projet, c'est où? La zone pour l'application de ce projet, c'est la commune de Ouagadougou. Ok. C'est la commune de Ouagadougou. Nous allons essayer de toucher les personnes les personnes vivant à Ouagadougou uniquement sans sortir hors de Ouaga. D'accord. Pour le moment. Pour le moment, effectivement, au lancement, on a eu à répondre à une question où le monsieur nous disait pourquoi nous prenons seulement les jeunes de Ouagadougou. Est-ce qu'à eux seuls, ils peuvent changer le comportement de tous les jeunes du Burkina? Nous avons dit non. C'est un fonds que Oxfam nous a accordé dans un projet d'expérimentation. Okay. Nous sommes en train d'expérimenter la situation. Si elle est concluante, il se pourrait que nous ayons les moyens de le mettre à l'échelle un jour. Pourquoi pas? Oui. Ouais. Donc, on a déjà compris à travers vos réponses que déjà les acteurs qui vont entrer en jeu, ce sont les parents. Les parents. Donc, la marche mondiale, forcément, et les adolescents. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui s'ajoutent pour la réussite de ce projet? Alors, pour la réussite de ce projet, il faut forcément qu'il y ait d'autres acteurs. Même vous, les gens du média. Des médias, il faut que vous nous accompagniez, comme ce que vous êtes en train de faire présentement. Alors, nous avons dit que le projet ne réussira que si nous avons des alliés. Ce n'est pas à la masse seule d'éduquer la population, c'est ensemble, c'est avec les acteurs, notamment les organisations de la société civile partenaires qui luttent pour les droits et les droits de l'enfant, ou les droits de la femme, et le ministère de la Justice qui défend également les droits de l'enfant. Donc, il y a un certain... Nous avons également notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'action humanitaire et de la solidarité nationale qui sera mis en contribution. Voilà, on a un certain nombre d'acteurs et d'alliés que nous allons approcher pour que le projet puisse être une réalité. Quelles sont vos attentes à la fin quand même de ce projet? Voilà. Merci. Nos attentes dans ce projet-là, c'est que au finish, à la fin de ce projet, qu'il y ait dans les familles des échanges intergénérationnels, que les enfants puissent communiquer aisément avec les parents et entre eux-mêmes, et qu'ils puissent aussi communiquer où que ce soit sur leurs droits et leurs devoirs. Et amener vraiment un changement. Nous voulons un changement de comportement positif chez les adolescents de 10 à 19 ans, avec des valeurs familiales, avec le respect de tout ce qu'il y a pour une bonne éducation et une citoyenneté pleine. Donc, en même temps qu'ils peuvent discuter de leurs droits et devoirs, ils doivent épouser les valeurs aussi de la famille. Ils doivent épouser les valeurs de la famille. La bonne éducation commence dans la famille. Bien sûr. Voilà. Avant d'aller à l'école, il faut qu'il y ait une éducation de base. Et des fois, cette éducation de base est faussée. Et aujourd'hui, nous constatons que il y a certains pans de cette éducation qui ne sont pas très respectés. Donc, comment il faut faire? Il faut qu'ensemble, en tant que parents et acteurs de la société civile, que nous allions vers les familles pour essayer de relever un tant soit peu ces insuffisances-là. Voilà. Merci bien. Donc, et après ce projet, qu'est-ce que vous avez comme perspective? Parce que là, vous dites que c'est une phase expérimentale pour le cas du Burkina, de 100 familles. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, déjà, vous me donnez l'opportunité de remercier notre partenaire qui est Oxfam. C'est grâce à Oxfam que ce projet sera mis en œuvre. Alors, nous souhaiterions avoir l'accompagnement permanent de Oxfam dans le cadre du projet pour essayer d'étendre et de mettre en échelle ces projets qui concernent la vie des ménages, la vie des adolescents pour un changement de comportement. Voilà.
Alors, Madame Dao, on sait que vous avez déjà détecté les 100 familles et vous avez dit maintenant la phase suivante, c'est échanger, expliquer le projet pour que ces familles-là adhèrent, pour pouvoir permettre une bonne mise en œuvre. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit peut-être des familles que vous avez approchées pour la bonne marche du projet? Alors, notre message, c'est un peu clair. C'est l'adhésion des familles. Si les familles adhèrent et s'impliquent réellement, ainsi que nos alliés, si les résultats sont vraiment probants, je pense que ça peut faire tâche d'huile. Ça peut nous permettre de continuer. L'un de nos rôles et de nos objectifs, c'est éduquer le maximum de parents ou bien d'enfants. Ça fait partie de nos valeurs. L'éducation familiale est une valeur intrinsèque qu'il ne faut pas rater, qu'il faut maintenir à tout prix. Donc nous souhaitons que la population, les alliés et nos partenaires adhèrent en accompagnant les projets pour une bonne mise en œuvre. C'est important parce que c'est vrai que pour le moment vous n'avez pas encore débuté ces phases de pratique, d'échange, mais on espère que vous n'allez pas être trop confronté à trop de difficultés. Voilà. Pour que certaines personnes puissent bien accepter, pour ne pas dire qu'on n'a pas le temps aussi d'échanger et tout. Voilà, on espère. Oui, on espère également parce que l'accessibilité des familles, il faut leur consentement. C'est ça. Si la famille ne consent pas, si elle n'adhère pas aux valeurs et à ce que nous voulons prôner comme valeur, si la famille n'accepte pas, nous ne pourrons pas les obliger, mais nous souhaitons que la majeure partie des familles qui ont été identifiées coopèrent pleinement pour la réussite du projet. Okay. Et c'est en cela que nous pourrons faire changer un tant soit peu le comportement de nos adolescents de 10 à 19 ans de manière positive en les faisant devenir de bons citoyens pour le Burkina Faso. On sait que du même coup, ça me revient, il y a certains adolescents aussi qui sont en crise ou en conflit avec les parents. On parle souvent d'adolescents en conflit avec les parents. Est-ce que vous prenez en compte aussi ces adolescents? Ça fait partie des sujets tabous qu'il faut briser. Si vous n'accédez pas à la famille, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un sujet tabou. Le sujet tabou peut être la crise d'adolescence que vivent certains adolescents. Oui. Donc il faut accéder, il faut vraiment y aller découvrir ce qu'il y a. Quand on dit sujet tabou, c'est pas forcément la sexualité. Bon, il y a pas mal de questions qu'on peut rencontrer dans une famille. Et chaque famille diffère et a ses préoccupations. C'est en cela que nous voulons briser ces tabous-là pour accéder à ces familles et voir un peu ce qui se passe et essayer de relever les bonnes pratiques et les divulguer au sein et autour de nous et dans d'autres familles. Madame Dao, rappelez-nous, le projet a été lancé en octobre. Ça va jusqu'à quand? Ça va du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Ok, une année. Une année. Merci, on a épuisé notre temps. Quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est vraiment remercier notre partenaire Oxfam qui nous accompagne dans nos initiatives. Une chose est que l'Oxfam nous accompagne dans nos initiatives. Une chose est que la population aussi, nous les appelons à adhérer aux préoccupations que nous allons relever et à les juguler ensemble. Donc nous voulons vraiment une mobilisation populaire, communautaire autour de notre projet, surtout notamment avec les autres alliés de la société civile, à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques qu'ils ont déjà eu à mettre en œuvre. C'est sûr que d'autres partenaires ou d'autres alliés ont déjà eu à mettre en œuvre des projets similaires. Ils peuvent nous accompagner avec des conseils, avec tout ce qui peut contribuer vraiment à la bonne marche et à la bonne mise en œuvre de ce projet-là. Alors, ensemble, nous allons plus loin. Bien sûr, ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup, Madame Dao, d'être passée sur ce plateau. Merci, Madame Nichema. Merci. Je vous en prie. Alors, restez avec nous. Je rappelle que nous recevions comme invitée Madame Bintou Dao, présidente de la Marche mondiale. Je rappelle que c'est la section Burkina Faso. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Ok.
On marque une petite pause et on merci. revient. Merci. À présent, place aux annonceurs et on reçoit ce matin Canal Plus au Burkina pour parler de ses offres de fin d'année. Nous sommes avec Monsieur Dibier Antoine Bado, assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour Monsieur Bado. Bonjour Madame Mikiama. Bienvenue encore. Merci. Alors, les offres de fin d'année du Canal Plus, on en parle. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour. C'est tout un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. La riche programmation de Canal Plus continue et nous avons de belles offres à partager avec vous. La toute première, à savoir 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple un abonnement de 5500, vous n'avez qu'à reconduire votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez de 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 et on vous donne un abonnement de 44 000 pendant 30 jours. Donc il en va ainsi avec les autres formules également. Mais ce qui est encore plus intéressant est qu'on peut profiter de cette offre-là 2 fois dans le mois de décembre. On a donné 30 jours de bonus en novembre, ceux qui ont bénéficié, qu'ils sachent qu'ils peuvent également profiter de cette offre-là 2 fois dans le mois de décembre. Donc en conclusion, on peut profiter de cette offre-là 3 fois. Une fois dans le mois de novembre et 2 fois dans le mois de décembre. Donc si vous êtes déjà réabonné et que vous avez en profité une fois, vous pouvez encore vous réabonner pour en profiter une deuxième fois. Donc un bonus ne vient pas effacer un autre bonus, non. Si vous faites 2 abonnements, ça veut dire que vous aurez droit à 60 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Okay. Et la deuxième bonne nouvelle est que Canal Plus donne le décodeur HD au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus. Et l'installation, elle est gratuite. Vous pouvez avoir le décodeur HD en boutique chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes pour en tout cas aller regarder la riche programmation de Canal Plus en cette fin d'année. Alors, Monsieur Bado, c'est bien de rappeler les moyens de paiement. Oui, aujourd'hui, pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou les points de recharge. Je le précise, chaque jour, il y en a plus de 1200 au Burkina Faso, ce qui signifie qu'à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous pouvez également le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. En tout cas, nous avons diversifié les moyens de paiement pour en tout cas rendre ça facile aux abonnés pour qu'ils puissent se réabonner facilement. Et Canal Plus aussi, c'est le service après-vente. Oui, le service après-vente, c'est le service le plus important et je le précise chaque jour que quand on conclut une vente, la dernière personne qu'un client voit, c'est un technicien. Donc, Canal Plus qui tient à rassurer l'ensemble de ses abonnés que nous avons un service après-vente de qualité. Nous avons des techniciens agréés Canal Plus bien formés, équipés quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation et de dépannage d'antenne. Vous profitez d'une garantie de 6 mois sur les installations effectuées par ceux-ci et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Et si vous avez besoin d'un technicien agréé, c'est simple, rendez-vous en boutique ou chez nos distributeurs agréés. Vous pouvez également appeler le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal Plus Burkina ou écrire directement au technicien agréé de Canal Plus au 54 44 27 27 par WhatsApp. On va vous prendre en charge très rapidement. Et maintenant, on termine par les contacts. Oui. Les différents contacts de Canal+, vous avez la possibilité de nous joindre par courriel à l'adresse suivante relationclient@canalplus-afrique.com ou nous appeler au 3075, si je le disais, c'est le numéro du service clientèle de Canal+ Burkina, ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h. Vous pouvez écrire directement au technicien agréé de Canal+ au 54 44 27 27 par WhatsApp. Votre mot de fin, Monsieur Badou? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci pour l'occasion que vous nous donnez à tout moment, en tout cas, de pouvoir étaler nos produits à nos différents abonnés. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal+ Burkina pour leur confiance que nous nous honorons à travers ces différentes offres du mois de décembre. Ça sera toujours un plaisir pour nous de les offrir le maximum de la programmation, à regarder en tout cas cette riche programmation chez Canal+. Et n'oubliez pas de vous réabonner pour profiter de 30
50 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours, en tout cas. Et ceux qui ne sont pas dans la grande famille Canal Plus, le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir des Évasion Plus. Merci. Merci beaucoup, M. Bado. Je rappelle que M. Dibier Antoine Bado est assistant marketing à Canal Plus Burkina. On va donc marquer une petite pause. Juste après, on parle de sécurité routière. Nous recevons aujourd'hui notre partenaire Victoire Auto-École comme chaque vendredi pour notamment la chronique sécurité routière. Nous sommes avec M. Nema Palinfo, moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour M. Palinfo. Oui, bonjour Madame Thiema. Bienvenue. Merci bien. Alors, on parle des accidents de la circulation, surtout dans ces fêtes de fin d'année. C'est bien de conseiller les populations. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces accidents-là, surtout pour nos capitales? D'accord, je vous remercie, ainsi que tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à sécurité routière. Alors, donc un accident déjà, c'est quoi? C'est un choc ou bien une collision entre plusieurs véhicules en mouvement, ou bien entre un véhicule et tout autre obstacle sur la chaussée, d'accord, et qui occasionne notamment des dégâts matériels, des blessures corporelles, ou bien même les cas dramatiques, là, c'est-à-dire les pertes en vies humaines. Donc, on remarque de plus en plus que le taux d'accident là augmente sur nos routes. Donc cela s'explique. Voilà, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Alors, cela s'explique. Allons à l'explication. Qu'est-ce qui explique justement la recrudescence de ces accidents de circulation? D'accord. Donc les causes en général là sont diverses, mais on peut essayer de les scinder en deux. Donc c'est qu'on appelait d'abord les causes d'ordre général et de l'autre côté les causes d'ordre particulier, d'accord. Donc au niveau des causes générales là, donc ce sont des causes en général qui sont liées à trois facteurs essentiels tels que le facteur humain. Donc quand on parle des facteurs humains, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le conducteur, l'individu là, dans sa manœuvre, son comportement là, c'est ça qui a occasionné l'accident. Prenez par exemple un conducteur qui fait de l'excès de vitesse, donc le risque d'accident est multiplié, d'accord. Ou bien il conduit sous l'emprise d'alcool, ou bien la fatigue et tout ça, là, les mauvais dépassements, notamment pour ceux qui circulent hors agglomération sur les longs trajets. Là. Ça, c'est le comportement de l'individu conducteur là, qui a occasionné l'accident. Okay. Maintenant, nous avons le facteur mécanique. Parlant du facteur mécanique, le problème est arrivé à cause d'un système, un dysfonctionnement du système mécanique même du véhicule. Imaginez par exemple un conducteur qui va à une allure importante sur un long trajet par exemple et que une roue qui explose par exemple, voilà, vous voyez, ça va le déséquilibrer. Donc s'il ne courit pas, donc facilement il peut commettre l'accident. Souvent aussi on entend parler que peut-être un conducteur est arrivé à un niveau où il a voulu freiner et que le système de freinage ne répondait pas. Donc ça aussi c'est une cause. Il y a aussi le problème de direction. Il y a des fois aussi, tu arrives à que tu veux braquer et que ça ne répond pas. D'accord. Donc ça, c'est le dysfonctionnement d'un système dans le véhicule là qui va amener sur l'accident. Maintenant, le troisième facteur, c'est ce qu'on a appelé le facteur environnemental. Facteur environnemental, ça veut dire que ça dépend de là où se trouve le conducteur. En fonction de là où il conduit, le risque d'accident peut être plus ou moins élevé. Donc, pour ce qui est de l'agglomération, ce sont ces trois cas-là comme ça. Il y a l'agglomération et la conduite hors agglomération, et puis sur les autoroutes. Donc, pour ce qui est de l'agglomération, là-bas, le risque doit être un peu plus amoindri du fait que la vitesse, là, l'imposition de la vitesse est très chose qu'on appelle en dessous. Donc, c'est-à-dire un peu à 50 km. On doit le moins. C'est bien de dire en ville parce que oui, en agglomération, c'est en ville. Donc, en ville, on n'autorise pas qu'on fasse de la vitesse. Donc, voilà pourquoi on limite la vitesse jusqu'à 50 km/h. Bon, mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui vont aller jusqu'à des cas exceptionnels où ils excèdent et que ça amène l'accident. Mais pour ceux qui conduisent hors agglomération, surtout sur les longs trajets là, les voyages et surtout sur les autoroutes, vous voyez que la vitesse est beaucoup plus élevée là-bas. Surtout les autoroutes là, un ancien conducteur peut aller à 131. Imaginez comme ça là que, donc à cette allure par exemple, si la moindre erreur n'est pas négligeable et l'accident peut facilement arriver. Voici pour ce qui est des causes générales. Maintenant pour les causes particulières là, d'accord, nous avons notamment les excès de vitesse. Les excès de vitesse. Alors, donc, si vous ne respectez pas les limitations de vitesse imposées telles par le code de la route, bon, c'est normal que vous augmentez aussi les risques d'accident. Nous avons aussi la fatigue au volant. Donc, en général, pour ceux qui font les longs trajets là, donc si vous conduisez, on vous conseille, après chaque 2 heures de temps, par exemple, de marquer une petite pause, même si c'est 15 à 20 minutes, pour reprendre le chemin, ou bien vous voyagez avec quelqu'un d'autre qui peut conduire. À un moment donné, si vous êtes fatigué, vous lui passez le volant. D'accord?
il y a aussi l'alcool. Donc, quand vous conduisez, que vous avez bu, aller au-delà du seuil imposé par le code de la route, là, c'est un peu compliqué. Par moment, vous allez voir que le conducteur a une surestimation de soi, il pense qu'il maîtrise tout. Pourtant, c'est en ce moment qu'il n'applique même plus les règles du code de la route. Par moment, il va appliquer ce qu'on appelle les conduites zigzaguées. Il ne peut plus tenir un trajectoire tout droit. Et tout ça là, vers la fin, il va basculer peut-être dans le sommeil et l'accident est vite arrivé. On peut aussi ajouter les installations anarchiques en bordure des rues. Là. On va revenir prochainement même sur un thème pour parler de ça. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a des ruelles à Ouagadougou, par exemple, où les gens sont allés s'installer à occuper les voies de circulation. Donc par moment, ça donne du fil à retordre au conducteur. Il n'arrive pas à manœuvrer, surtout pour ceux qui roulent les camions gabarits, les véhicules gabarits. Donc ils manœuvrent difficilement. Et par moment, s'ils ratent, maintenant, c'est le dérapage et ils vont balayer tout sur le chemin. Un gros risque, d'accord. Donc tout ça là, grosso modo, ce sont les causes comme ça qui peuvent occasionner les accidents sur nos chaussées. Est-ce que vous n'avez pas cité la cause des génies, hein? On dit qu'en fait de fin d'année, il y a des génies qui viennent gonfler la circulation. Mais c'est pas le beau ou qui viennent causer, ou qui viennent, en fait, il faut parler des génies, causer des accidents et tout. Hein. On en a fait, vous bien croire à cela aussi. Hein. bon, ça vraiment, oui. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Alors, c'est bien de parler des causes, mais c'est bien surtout aussi de proposer des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces accidents de la circulation, surtout en période de fête de fin d'année, j'insiste, parce que cette période, c'est vraiment la période où tout le monde a besoin toujours d'acheter quelque chose, et même nos amis professeurs, enseignants qui étaient en province sont venus pour les fêtes, surtout. C'est l'engouement voilà, c'est l'engouement. Oui, bon, nous on va retenir deux solutions. Okay. D'accord. La première solution, c'est quoi? Si vous avez remarqué, les années antérieures, là, à l'approche des fêtes comme ça, là, autour du 23, 24, 22, 23, 24, en allant souvent vers le 2 ou 3 janvier comme ça, là, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, les agents de force de l'ordre étaient postés au niveau des feux tricolores, là, donc au niveau des grands carrefours. Mais c'est pas pour interpeller des gens, mais c'est pour jouer un rôle dissuasif. Oui. Donc, comme ils sont un peu partout, d'accord, donc toi-même en tant qu'individu, là, donc tu vas être amené à revoir un peu ta manière de conduire par peur. D'accord. Donc, si ça peut être reconduit, mais je pense qu'en venant même ce matin-là, j'ai remarqué, voilà, à quelques endroits là, ils sont déjà là. On a vu les conseils de sécurité même donnés. D'accord, voilà. Récemment, c'est comme ça. À chaque fin d'année, ils sont toujours. Voilà, c'est ça. Ils sont postés tout le temps, mais les fins d'année, ils accentuent. Voilà, c'est ça. Oui, pour essayer de dissuader. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution là, c'est les actions publicitaires là. Je pense qu'en ville là, quand vous rentrez, vous allez voir des grands panneaux publicitaires très lumineux où ils passent leur temps à balancer des publicités souvent sur des marques d'alcool et c'est payé. Oui, je sais, mais des endroits. Non, je ne vais pas citer quelque chose. Non, ne citez pas, mais c'est sûr que ces marques-là payent. Oui, je vois. Oui, des endroits pour la distraction et autres. Je pense que on peut aller passer un réveillon. Oui, vous voyez, voilà. Alors que actuellement là même la situation est beaucoup compliquée parce que c'est l'embrouille et tout le monde les risques d'accident là qui augmentent là. Je pense qu'il faut même réquisitionner la majeure partie des panneaux là. Et puis faire quoi? Essayer de passer en boucle des images traitant des accidents beaucoup terribles là en circulation comme ça. D'accord. Si on montre des images choquantes comme ça là, vous êtes arrêté à un feu par exemple puis vous remarquez ça, toi vous-même ça va carrément vous réveiller. Est-ce que vous voyez? Okay. Ça aussi ça va être du genre à essayer de réduire un peu les risques d'accident. Ah oui. Donc, en plus du fait que les agents doivent vous préconiser qu'ils accentuent en tout cas le contrôle de la circulation, mais que l'individu aussi, l'usager puisse jouer son rôle. Vous avez parlé d'excès de vitesse, de consommation d'alcool. Voilà, donc si c'est ça, on va en arriver. J'avais réservé cette partie-là pour les conseils, okay. D'accord. Donc, parlant de conseils, donc on commence déjà par le respect du code de la route. D'accord. Si on respecte le code de la route, là, il y a beaucoup de choses qui allaient être évitées. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, d'accord, on va revenir au niveau de l'excès de vitesse. Donc, si vous respectez les impositions de vitesse, là, vous allez amoindrir aussi les risques et du coup diminuer les taux d'accident. Surtout pour ceux qui voyagent en agglomération, ces derniers jours-là, comme ça, là, vous voyez. Donc, faites beaucoup attention. Les mauvais dépassements, les rapprochements à la queue leu comme ça, là, c'est pas intéressant, d'accord? Et pour les transporteurs en commun, les voyageurs, là, vraiment de grâce. Vous allez voir que au dernier moment comme ça, là, les gens, tout le monde veut voyager. Vous arrivez, le nombre de places est limité. Mais vous allez voir que chaque fois, c'est les surcharges. S'il n'y a plus de place, c'est pas là qu'il ne faut pas céder aux caprices
comment on appelle, des voyageurs. Voilà, laissez-moi rentrer, même si je vais m'arrêter. Oui. Il y a des gens qui disent ça. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que vers la fin, sur la route là, donc s'il y a un choc, vous tous vous êtes dedans. Il faut éviter. Et surtout aussi, il y a un moyen aussi que j'allais ajouter, les moyens de distraction là. Vous voyez, donc, ça peut être le téléphone portable. Vous voyez, de nos jours maintenant, avec la technologie avancée là, vous allez voir que dans certains véhicules là, il y a les systèmes hi-fi là, les appareils high-tech, comme ça peut être pour la musique, oui. Ou bien connecter le téléphone par exemple au Bluetooth et autres là. Donc une fois que vous vous êtes concentré à manipuler ces appareils là comme ça là, un moment de distraction seulement, le temps que vous relevez la tête là seulement, vous êtes peut-être dans le décor, d'accord, évitez, dommage. Et surtout le téléphone au volant. Et parlant maintenant de la jeunesse, d'accord, ne sortez pas en groupe. Terminé, donc, ne sortez pas en groupe avec l'alcool. Celui qui conduit ne boit pas. Celui qui conduit ne boit pas, de grâce, s'il vous plaît. Merci, monsieur Palais. Malheureusement, le temps est passé. D'accord, je vous remercie. Merci. Voilà, okay. On vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, ainsi qu'à vous également. De toute façon, nous, on est ensemble encore lundi quand il va sonner 7h30 sur Savativi. D'accord, merci bien.